Flow, l'actu de demain. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue dans Flow. Merci. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Alors chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs qui remettent en question le monde actuel et proposent quelque chose de nouveau pour nous aider à repenser le monde de demain. C'est un petit peu la base de réflexion et donc ça fait longtemps que je suis ce que fait La Ruche, ce que tu fais, ton implication et je suis très content de te recevoir. La Ruche, c'est un réseau national qui existe depuis plus de 15 ans, presque 17 ans maintenant, je crois. Oui, tout à fait, depuis 2008. Depuis 2008 et qui soutient et accompagne l'entrepreneuriat responsable, inclusif. Donc, très content de t'avoir aujourd'hui. Tu es présidente de La Ruche depuis 2017. Est-ce que tu veux bien commencer par nous dire un peu qui tu es et ce qui t'anime ? C'est vrai que je suis présidente de La Ruche depuis 2017, mais je suis vraiment tombée dans la marmite quand j'étais petite, puisque c'est à ma sortie d'études, j'ai fait un stage pour un des cofondateurs de La Ruche, c'était en 2011, donc j'avais tout juste 25 ans. Et c'est vraiment là où, dans mon parcours professionnel, j'ai vu une certaine lumière, puisque j'ai compris qu'on pouvait s'engager à travers une économie plus responsable, plus inclusif, et que le travail, en fait, pouvait être aussi une source de plaisir, de collaboration, et tout ce que j'avais imaginé sur le monde du travail. Là, en ouvrant les portes de La Ruche, j'ai compris qu'il y avait des open space, de la collaboration, des échanges et beaucoup de plaisir, en fait, et que le lieu de travail pouvait aussi être un lieu de vie. Et donc, c'est ça qui m'a beaucoup définie dans mon parcours professionnel. Donc, qui je suis, je pense que je suis vraiment un enfant de cette émergence du social business en 2010-2011. Et c'est ça un peu mon héritage que j'ai d'avoir vu l'entrepreneuriat impact émerger en France. J'étais un peu biberonnée à ça, donc je sais qu'il faut parfois que je fasse des pas de côté. D'accord. Pour aussi laisser, un peu comme dans son éducation, parfois on a besoin, y a des choses à prendre et à laisser. Mais donc voilà, donc ça c'est qui je suis dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai grandi en même temps que La Ruche, puisqu'après j'ai cofondé les programmes d'incubation, puisque La Ruche était un coworking au début pour des entrepreneurs qui voulaient vraiment allier une logique d'intérêt général à une logique de modèle économique et de business. Et moi j'ai dit, on va ouvrir plus largement, il faut les accompagner, travailler sur leurs compétences et les détecter aussi. Donc j'ai cofondé ça. Et donc aujourd'hui, à l'époque j'étais stagiaire, aujourd'hui donc je suis présidente co-dirigeante. On avait un lieu, aujourd'hui on a 16 lieux. On était quelques salariés, on est 70 salariés. Wow. Donc on a un peu grandi. Donc j'ai grandi avec La Ruche. Donc La Ruche chez moi, c'est un peu... c'est une belle histoire. Voilà, c'est ça. Et c'est génial comme début. Tu dis t'es tombé dans la marmite en fait tout de suite en sortant des études, mais tu avais déjà quand même cette volonté ou ça a été une vraie découverte et une révélation un peu comme t'en parlais à l'instant? Non, on va dire qu'on provoque toujours ces rencontres. Donc moi, j'avais fait du droit initialement. J'avais déjà une sensibilité puisque je voulais faire du droit de l'environnement. Donc j'avais déjà envie de protéger l'environnement. À l'époque, c'était tous les sujets autour des OGM, des cancers liés aux OGM, et puis il y a d'autres qui nous faisaient croire que les OGM, ça allait lutter contre la faim dans le monde. Donc moi, c'est ce moment-là où je devais m'orienter. C'était ces débats-là autour de l'écologie. Donc ça te parlait déjà, quoi. Et donc ça me parlait... Et tu avais envie de prendre position et de défendre déjà une cause assez claire. En tout cas, je ne savais pas si je pouvais prendre position, mais je savais que ça me touchait et que c'était important pour moi. Et quand je dis que j'ai eu une révélation, c'est que j'avais jamais compris qu'un engagement pouvait être une carrière. Et c'est là où, quand j'ai commencé à croiser des entrepreneurs à impact et où j'ai compris qu'en fait, il y avait une ligne de crête entre les choses importantes pour soi, les causes qu'on défend et ses compétences, et qu'en fait, les deux se croisaient pour pouvoir faire une carrière, un métier. Même c'est un métier d'être engagé. C'est vrai. Et ça, je l'avais jamais compris avant de croiser ces entrepreneurs-là. D'accord, donc un coup de foudre assez immédiat, quoi. Oui, carrément. C'était vraiment un coup de foudre, un peu comme quelqu'un qui attend le prince charmant et qui croit à l'amour romantique. Et ben moi, j'étais je savais plus quoi faire. Et ça m'a presque un peu sauvée. Je crois que j'avais jamais envie vraiment de travailler et tout. J'étais un peu paralysée. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'y vais. À fond dedans. Et d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous rappeler, nous résumer ce qu'est La Ruche,
peut-être donc rappeler comment est née l'idée, quelles ont été les premières bases et la mission de la ruche et comment ça a évolué. Oui. Poser 15 questions en même temps, comme Pas de problème. Tu fais dans l'ordre que tu veux. Pas de problème. La ruche, donc quand c'est né il y a 15 ans, c'est né par des entrepreneurs qui ont constaté qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est de souvent résoudre des problèmes, apporter des solutions à des gens qui ont des besoins. Et là, ils se sont dit, mais non, on va faire la même chose, mais pour des besoins de société, des besoins sociaux, environnementaux, et on va réfléchir à des solutions qui vont résoudre ces problèmes de société. Mais tout ça, ça marche que s'il y a un modèle économique, une pérennité, une offre, une proposition de valeur. Et donc, ils n'étaient pas juste des militants, des activistes, en fait, ils étaient des entrepreneurs. Et donc, ces entrepreneurs sociaux, ils se sont dit, on va se réunir pour partager des bonnes pratiques, lutter contre la solitude qu'entraîne souvent l'aventure entrepreneuriale, le démarrage, et puis surtout pour être une vitrine de l'entrepreneuriat social, c'est possible. Et regardez, venez nous voir, on est dans le 10e arrondissement, au cœur de Paris, dans un lieu, on innove socialement, pour l'environnement, et en plus on trouve des modèles économiques, donc on n'est pas... on arrive à s'autofinancer, et donc c'est comme ça qu'est née la ruche. Aujourd'hui, ça a été le terreau de tout ce qu'on connaît aujourd'hui aussi sur les entreprises à mission, l'engagement, etc. Donc c'était vraiment les prémices de quelque chose qui était très fort. Et donc la ruche aujourd'hui, c'est à la fois des lieux. Donc on vient toujours travailler, coworker. Et ce qui est très drôle, c'est que c'était 2008, donc on était un des tout premiers. Oui. Avec la cantine, un des premiers coworking de Paris. Effectivement, en avance sur ce concept-là. Voilà, donc aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais c'était un des tout premiers. Et c'était l'idée de base. À la base, c'était créer ce lieu de vie. Exactement. Avant de rentrer dans l'accompagnement, le suivi, c'était déjà créer un lieu qui allait permettre à tous les entrepreneurs sociaux de se réunir, de brainstormer, de travailler ensemble et de s'aider les uns les autres. Exactement. De les accompagner, ok. De ce lieu est née naturellement une communauté. Et le business model, c'était location d'espace, donc de coworking sur le modèle coworking. Exactement. Okay. Un peu de subvention pour aménager, et puis pouvoir peut-être accueillir des gens qui avaient un peu moins de moyens. Et sinon, c'était de la location d'espace de travail collaboratif. Okay. Et donc assez rapidement, toi en l'occurrence, tu t'es dit ok, on peut faire plus, quoi. On peut les aider, on peut aller les chercher, Assez rapidement, on s'est dit. Dis donc, on n'est pas très très nombreux quand même. Il y a du passage, les politiques qui viennent, le maire il vient, etc. Ouais. Mais bon, là, depuis 3 ans, ça ressemble vachement à de l'entre-soi quand même. Et puis, le constat aussi qui m'a poussé à monter les programmes d'incubation, et il faut le dire, c'est qu'il n'y avait que des hommes qui sortaient d'écoles de commerce en Île-de-France, qui se lançaient dans dans l'entrepreneuriat impact. Bon, c'était super, c'était des têtes bien faites, qui un peu déconstruisaient ce qu'ils avaient appris en école de commerce et qui avaient envie de s'engager. Donc c'était quand même des chouettes militants. Mais nous, les salariés de la ruche, on était quasiment que des nanas. On s'est dit, tiens, il y a un sujet. Ah ouais, intéressant. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a lancé le premier programme qui s'appelait Les Audacieuses. Bien sûr. Et donc les Audacieuses, on lance la 11e édition, donc c'était il y a 11 ans, on tient bon. C'est beau. Pour dire, vous êtes une femme, vous pouvez entreprendre, et on sait que dans l'entrepreneuriat, il y a des freins à entreprendre quand on est une femme. Et en plus, on peut entreprendre en mettant de l'impact dans ses projets. De plus, on le sait, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le secteur de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, donc dans plutôt une économie assez engagée. Elles sont souvent salariées des structures. Donc on sait qu'il y a un engagement assez prégnant. Et donc, on avait envie d'allier l'engagement, l'entrepreneuriat. Les Audacieuses sont nées, et c'est ça qui a lancé la dynamique des programmes d'incubation. Au savoir qu'aujourd'hui, on a une 30aine de programmes d'incubation, du stade vraiment de la sensibilisation. En fait, c'est quoi ? Ça veut dire quoi entreprendre ? Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes aussi à lever. À plus de l'incubation, donc travailler vraiment sur les premières réalisations, l'accélération, la levée de fonds. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur toute la chaîne entrepreneuriale. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est une 30aine de programmes qui filent au cours de l'année, sur plein de publics, souvent des publics sous-représentés dans l'entrepreneuriat. Donc, on a gardé ça du premier jour et des premiers engagements. Donc, on a des programmes pour les femmes, des programmes pour les personnes réfugiées également.
qui sont souvent entrepreneurs dans leur propre pays ou qui vivent un tel déclassement professionnel en France que l'entrepreneuriat est une très belle voie pour eux pour se réinsérer dans leur pays d'accueil, la France. On a des programmes pour des personnes en situation de chômage depuis de longue durée, dans les quartiers prioritaires de la ville. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, la ruche, super pour revenir à cette question initiale, c'est 2 engagements qui sont... Il faut absolument repenser notre économie et toujours aller vers plus de partage de valeur, plus d'impact, plus de durabilité. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, l'économie à impact. Et c'est notre rôle et notre colonne vertébrale de défendre ça. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon d'œuvrer pour l'égalité des chances. Et donc nous, on utilise aussi l'entrepreneuriat comme un prétexte pour embarquer des personnes qui n'auraient pas eu forcément le réflexe de venir taper à la porte d'un incubateur et qui, pour autant, ça peut aussi faire un déclic dans leur vie, comme ça l'a été pour moi d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est à notre rôle aussi de les sourcer, de les détecter, de les accompagner. Ouais, c'est assez génial parce que oui, c'est une double mission, quoi. C'est déjà un incubateur à impact, mais en plus relativement inclusif, quoi. Vous allez chercher en plus les personnes qui sont sous-représentées dans l'univers de l'entrepreneuriat déjà, quoi. Oui, et pour nous, je pense que c'est très important parce qu'au début, si on refait l'histoire de la ruche dans un contexte, il y a 15 ans, on était notre raison d'être, c'était vraiment on veut que l'entrepreneuriat impact, ça devienne la norme. Ouais. 15 ans plus tard, on se rend compte que c'est dur. Mais ça a déjà énormément évolué. Mais ça a beaucoup évolué. Ouais. Mais en fait, on se rend compte aussi qu'on peut avoir un impact direct sur les gens et que finalement, on a toujours voulu nous donner du pouvoir d'agir aux gens. Donc avant, t'as des enjeux de société qui te révoltent. Une entreprise à impact, ça peut t'aider à agir contre cette révolte, cette cause qui te tient à cœur. Ouais. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi un pouvoir d'agir pour soi-même. Et on n'a pas forcément obligé de monter des entreprises à impact qui ont un impact incroyable. Déjà, si on a un impact sur sa propre vie, sur son autonomie, c'est déjà super. Et donc maintenant, on navigue un peu entre cet impact très ciblé, presque micro, à cette vision un peu macro et... On fait un peu des allers-retours entre les deux. Ouais, c'est passionnant. Et donc aujourd'hui, comment vous allez accompagner ces personnes qui vont venir soit naturellement d'elles-mêmes, soit que vous allez chercher, ces entrepreneurs, comment vous allez concrètement au quotidien les accompagner, les aider, leur permettre d'aboutir leur rêve, quoi. On les accompagne de façon finalement assez classique dans les incubateurs. Il y a toujours de l'accompagnement évidemment individuel pour... permettre à la personne déjà de comprendre où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle a envie d'aller, comprendre ses forces, ce qu'elle a besoin de travailler en termes de compétences entrepreneuriales. L'accompagnement individuel, ça va aussi sur toute la mise en réseau. Et je pense que c'est vraiment une clé. Et souvent, nous, on s'embête à faire des programmes d'accompagnement hyper précis, hyper longs, avec plein de trucs. Et finalement, quand on fait vraiment notre mesure d'impact, c'est souvent une rencontre qui a changé la donne dans la vie d'un entrepreneur. C'est vrai, Ouais. Mais voilà. Mais au moins, tu lui apportes toutes les bases, quoi. Parce que le tremplin, c'est bien, mais il faut quand même que tu aies toutes les bases pour ensuite te permettre d'ouvrir tes ailes, quoi. Exactement. Donc, on travaille à multiplier les opportunités des rencontres, soit par de l'accompagnement individuel, on va les mettre en face d'experts, de mentors. Ouais. Et donc, vraiment, on va aller chercher le pair à pair, ce qu'on appelle le one-to-one, etc. Donc ça, c'est une communauté que vous avez créée au cours des 15-17 dernières années de mentors fidèles qui, justement, s'impliquent régulièrement, parfois sur le long terme, sur ces projets. Comment tu les mets en relation? Ça, c'est votre feeling? C'est l'intérêt aussi de ces personnes, de ces mentors? Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment tout l'art. Ouais. De la mise en relation. C'est la secret sauce. Exactement. C'est la sauce ruche. Donc, déjà, on a une base de données donc on a à peu près 200 experts et une centaine de mentors. Les experts, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec des entrepreneurs, qui ont une expertise précise, juridique, dans la com, la technique, la chaîne logistique, etc. Donc, c'est des experts. Ils ne sont pas forcément entrepreneurs. Les mentors, c'est tous des entrepreneurs aguerris. Okay. Souvent, c'est des alumni de nos programmes. Ok, parfait. Donc, on les connaît bien. Circulaire. C'est une base qualifiée, dans le sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances, d'indépendants qui ont envie de travailler avec nous. Mais il y a tout un process pour rentrer dans cette base. Comme ça, nous, on sait que quand on fait une mise en relation, c'est avec quelqu'un de qualité. Et donc, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est qu'on est en relation professionnelle, de prestation de service avec tous ces gens. On ne fait pas de bénévolat. Ah, d'accord. Intéressant, ouais.
Je sais que ça peut parfois être un irritant pour ceux qui défendent beaucoup le mentorat désintéressé. Et on a des programmes de mentorat de pair à pair désintéressé. On le fait pour la région Île-de-France. Mais dans les programmes que nous, on gère, on a envie vraiment de pouvoir gérer la relation de façon très professionnelle et de pouvoir arrêter quand on n'est pas satisfait. Bon. J'ai fait un petit détour. Non, mais en même temps, moi je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, les deux se défendent, parce que c'est quand même du temps, de l'investissement. Et donc, c'est aussi la garantie de quelque chose de très cadré, sérieux, professionnel. Non, c'est OK. Ouais. Et c'est vrai que pour l'entrepreneur, souvent, on va lui demander de la disponibilité pour suivre ce programme. Et donc, voilà, on sait qu'il y a des promesses. Et donc, on veut vraiment pouvoir tenir tout. Compter dessus, bien sûr. Donc, l'individuel, le collectif, très important. Donc le collectif, c'est à la fois acquérir des compétences et de la théorie et de l'appliquer directement sur son projet, donc mobiliser ses compétences. Donc selon le stade de maturité, ça va être comprendre ce que c'est un modèle économique jusqu'à des compétences beaucoup plus spécifiques entrepreneuriales. Et le collectif, c'est beaucoup de pair à pair, d'entraide, de co-développement, d'intelligence collective. Et donc là, c'est vrai aussi que souvent, nous, on fait des programmes de formation hyper chiadés, on va chercher des experts hyper pointus. Mais alors souvent, on nous dit, après la rencontre, c'est les petits déjeuners. Les petits déjeuners entre nous, c'est vraiment hyper sympa. Donc parfois, la valeur, elle n'est pas tout à fait là, on imagine. Les deux, il faut les deux. Mais bon, voilà, c'est comme dans un fraisier, on aime beaucoup la fraise, mais la chantilly joue beaucoup aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Et par exemple, donc les programmes de formation, ça va être sur quel type de thématique? Est-ce que ça va être des thématiques plutôt entrepreneuriales ou tu parlais d'expertise? Est-ce que ça va être par métier ou par secteur ou... On va beaucoup travailler la posture entrepreneuriale. D'accord. En mettant parfois un tout petit peu de côté le projet, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a 90% des boîtes qui n'arrivent pas jusqu'à 3 ans parce qu'ils n'ont pas pivoté, ils n'ont pas fait preuve d'agilité. Donc, il y a beaucoup au début de quel est le problème auquel vous répondez? Est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez su vérifier? Et donc, on va beaucoup travailler sur toute cette tendance qui vient des États-Unis, qui s'appelle le Lean Startup et le Design Thinking, qui est de plus en plus connu. Bien sûr. Mais même si on le connaît, c'est pas forcément facile à l'appliquer. De se l'appliquer quand on a eu un process académique ou un parcours académique un peu différent. Donc nous, on va beaucoup mettre ça en application sur son projet, sur celui des autres. Et vraiment donc ça, c'est un programme où tu es vraiment challengé à fond sur ta vision, ton modèle économique. Exactement. Et puis quand tu me dis c'est ça ma cible, c'est une hypothèse, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu l'as vérifié? Et donc, c'est pas vérifié, mais on va t'aider à les vérifier, on va te mettre en contact avec des personnes, on va t'aider à faire des entretiens empathiques. Donc t'éprouves vraiment le projet dans son intégralité, là. Exactement. Donc, on va beaucoup challenger le projet et on va vraiment travailler sur ce qu'on appelle le market fit. C'est parfois la solution, elle est juste magnifique. Mais on a souvent raison trop tôt, nous les entrepreneurs sociaux. Donc, est-ce que le marché il est prêt? Et donc, nous, notre but, c'est vraiment... donc, pour répondre à ta question, ça va être beaucoup autour de travailler sur son public cible, donc ses personas, le territoire d'action, travailler le pitch de son projet. Ça, c'est hyper classique, mais c'est hyper important de pouvoir donner de la compréhension sur souvent des choses complexes qui nous ont amenés à entreprendre. Et voilà, il faut l'exprimer clairement. Et puis après, on va beaucoup travailler sur l'acquisition client, le commercial. Et ce sera aussi notre rôle d'essayer de mettre en œuvre les premières mises en relation, qui ne seront pas forcément les premiers clients, mais qui seront les premiers, en tout cas, à challenger et à aider à avancer et à affiner du coup sa solution. Donc il y a aussi ce côté un peu expérimental. Dès que vous avez passé toute la première phase de challenger vraiment la solution, le projet, l'équipe, le go-to-market, le market fit, etc. Exactement. Dès qu'on se lance un petit peu dans l'aventure et qu'il y a des premiers retours clients, etc., c'est de continuer à challenger justement ces retours pour voir si il ne faut pas encore changer la trajectoire, etc. Oui, une fois qu'on est sorti un peu du challenge entre nous, on va challenger dans la vraie vie. C'est ça. Okay. Et puis ensuite, on passe aussi à l'étape d'après, qui sont les futurs financeurs. Donc ces financeurs, c'est des clients ou des investisseurs, des financeurs. Et dans les programmes d'incubation, ça va être aussi notre rôle d'aller amener à se créer ce réseau-là, et en tout cas être au bon niveau
pour la rencontre avec les investisseurs financeurs. Leur permettre d'être à l'aise lorsqu'il faudra rencontrer les investisseurs et de présenter rapidement, succinctement et de façon parfaitement claire leur projet et pour que ça accroche, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un peu les briques. Et vous ne financez pas, vous investissez pas dans ces projets? Nous, on n'investit pas. Donc vous présentez, donc là aussi vous avez un réseau d'entrepreneurs investisseurs sociaux à impact, d'accord. Et vous savez à peu près vers qui, pareil, orienter tel ou tel projet, d'accord. Nous, c'est toujours... donc dans le monde des incubateurs, il y a plusieurs modèles économiques et souvent il y a la prise de participation. Ça peut être un modèle. Nous, on a toujours décidé d'être un tiers de confiance. Okay. Donc, on n'a jamais pris de participation parce qu'on pense que de dire à des personnes que le projet doit s'arrêter, qu'il faut peut-être réfléchir différemment ou que parfois c'est pas le bon moment ou que parfois il faut s'arrêter. Donc, évidemment, on le dit jamais comme ça. Mais on a quand même... Ouais, mais tu veux que la prise de décision soit complètement pure, entre guillemets, et déconnectée de tout intérêt financier, quoi. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un parti pris. Ouais, et pour revenir à ta question, tu vois, les briques que je t'ai présentées, c'est des briques que tu vas retrouver dans beaucoup d'incubateurs. Et il y en a, je crois qu'il y a plus de 600 programmes d'incubation rien qu'en Ile-de-France. Donc, nous, on travaille beaucoup notre secret sauce. Et la secret sauce, elle passe beaucoup par nos lieux et par l'écoute, la convivialité. Et donc, en fait, on essaie vraiment d'accueillir les gens de façon... Enfin, en fait, on est toujours heureux de faire ces rencontres-là. Et même si on accompagne un grand nombre de gens maintenant, et ça a été décrit dans les équipes, on accompagne plus de 5000 entrepreneurs par an. Mais pour ces 5000, il faut toujours l'impression que c'est vraiment une expérience individuelle, qu'il y a une vraie rencontre avec le référent ruche, une écoute, et à chaque fois on essaie vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc je pense que c'est ça un peu la différence. Ça, c'est vraiment une secret sauce. Parce que comment tu fais pour t'assurer? Tu disais, vous êtes 70 maintenant. Oui, alors on travaille beaucoup avec des freelances, mais avec en plus, des experts. Voilà, tout le réseau de 200, tu disais experts, mentors, plus ensuite les investisseurs, et puis ensuite la connexion, l'écosystème au sens large. Comment tu fais pour garder cet ADN, justement, de personnes ultra impliquées, passionnées Ouais, alors c'est de la formation. C'est vrai que sur certains programmes où on accompagne un grand nombre d'entrepreneurs, on a des freelances qui le font, qui font la relation en one-one. Et donc, ils sont tous formés, mais 3 jours à l'ADN ruche, aux outils ruches. C'est quand même 3 jours de formation pour avoir l'assertif ruche. Tu peux être hyper fort en business model. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tu sais ce que c'est une posture de pair à pair, une posture haute, la posture de l'allié, à quel moment que tu actives ces différents leviers. Et donc, on travaille vraiment sur ça. Et l'état d'esprit, donc, quand même aussi. Et l'état d'esprit. Mais ça, c'est difficile de l'acquérir en 3 jours. Eh ben, quand même, on les choisit parce qu'ils partent pas de trop loin, quand même. T'as quand même déjà, à la base, ce ressenti, assez évident. Et il y a d'ailleurs souvent des anciens entrepreneurs, des anciens coworkers. Comme maintenant, on a une couverture nationale. C'est vrai qu'on trouve assez rapidement des personnes qui sont formées aussi à ces techniques-là, de design thinking, de lean startup. Les UX designers réfléchissent tout à fait comme ça, dans cette posture d'être vraiment orienté sur l'usage. Ouais, incroyable. Ok, donc oui, c'est assez dense. Et donc, pour donner quelques chiffres, j'en ai quelques-uns, mais tu dois en avoir plein d'autres aussi. Mais c'est intéressant quand même de voir l'impact que vous avez pu avoir en 15-17 ans. Plus de 12 000 porteurs de projets accompagnés. 16 implantations. Donc là aussi, tu parlais de cette envie, ce besoin de proximité. Et donc, tu as créé des implantations de la ruche un peu partout en France, donc une vraie couverture nationale. Et donc, plus de 18 programmes lancés pour soutenir donc, tout type d'entrepreneur social également. Oui, donc c'est ça, tu as raison, c'est 16 implantations en France. C'est énorme déjà, 16. C'est énorme. Beaucoup, alors, oui. En Ile-de-France, on en a déjà 4. Ok. Puis après, on est présent à Marseille, en Occitanie, à Bordeaux, à Saint-Nazaire, à Rennes. Ah ouais, mais tu couvres bien la zone avec ces implantations, quoi. Et oui, tu parlais de cette proximité. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on s'est posé la question, parce qu'il y a eu le Covid, où on a vu à quel point c'était compliqué de tenir des lieux. Puis il y a eu la surdigitalisation, etc. Bien donc sûr. on a aussi lancé des programmes 100% digitaux, où on n'avait pas forcément besoin des lieux. Et finalement, qu'est-ce qu'on est content d'avoir continué à garder nos lieux et continuer de monter des lieux.
Parce qu'en fait, c'est vraiment, je pense, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est cette envie de lien. On peut vraiment apprendre des compétences sur son ordinateur à travers des formations en ligne. Ouais, mais comme c'est tellement le réseau qui est important, de pouvoir venir se challenger, rencontrer des gens. Et tout le monde revient là-dessus, d'ailleurs. Le 100% digital, déconnecté du vrai lien social et humain. Bon, ça a une limite quand même. Une très, très grosse limite. Donc, surtout, tout le monde revient surtout quand on veut entreprendre. Bah oui, c'est sûr. Donc, non, mais ok. Donc, effectivement, ça doit être une différence assez importante, ouais, dans votre modèle. Et donc, ça fait vraiment partie de votre ADN et de votre secret sauce. Et donc, énormément de porteurs de projets, quoi. Plus de 12 000. Et tu disais tout à l'heure, en fait, ça s'accélère de plus en plus, parce que là, tu parles de 5 000 par an. Ça s'accélère de plus en plus. Ouais, ça s'accélère de plus en plus. C'est en train d'exploser, quand on en a lancé, on accompagnait 10 par an. Oui. Et donc là, en 2024, le chiffre que tu as de 12 000, je pense qu'il fait écho aux personnes qu'on a sensibilisées à l'entrepreneuriat en 2024. Okay. Ouais, ok. Où là, on va faire des ateliers qu'on appelle des bootcamps, des créatons. On fait ça dans les lycées pour des cadres en reconversion. Donc, on fait ça de façon assez large pour faire découvrir l'entrepreneuriat. Et maintenant, on accompagne depuis plusieurs années entre 3 et 5 000 personnes. Ouais, donc c'est vraiment sur une aventure entrepreneuriale. C'est toujours gratuit pour les bénéficiaires. D'accord. Majoritairement gratuit, en tout cas. Ok. Donc, nous, on a tout un travail, tout un métier d'aller chercher des fonds pour pouvoir prendre en charge ces programmes. Ah oui, alors donc il faut que tu m'expliques ça. Ouais. C'est gratuit pour les bénéficiaires. Alors, oui. Ok. Quand on est dans un programme d'accompagnement de la ruche, comme celui des Audacieuses, on en a un qui s'appelle Transition pour les projets spécifiquement dans les transitions écologiques et notamment l'économie circulaire. On a des programmes qui s'appellent Quartier 2030, qui sont aussi entièrement gratuits. Il faut être dans un quartier prioritaire de la ville. Okay. Et donc là, ce sont nos partenaires, c'est nos donneurs d'ordre qui paient. Donc ça va être BPI France, par exemple. Donc, on est un opérateur de BPI France. Ça va être des partenaires privés. Donc ça peut être sur les Audacieuses. Ça fait 15 ans qu'il y a KPMG qui nous soutient, enfin 11 ans. D'accord. Qui nous soutient, oui, BNP donc un vrai Paribas, partenaire donc qui est là sur la durée, qui est intéressé de rencontrer nos entrepreneurs, qui vient aussi faire des workshops sur parler à son banquier. Bien quand sûr. On est entrepreneur, ça peut être une source d'angoisse. Donc on a des partenaires privés. Et on a des subventions publiques aussi encore. Donc la région Île-de-France nous soutient aussi depuis toujours, la région Nouvelle-Aquitaine, en PACA aussi, et ils viennent nous subventionner nos actions. Et donc à la création de chaque nouvelle implantation, il y a un vrai échange régional aussi avec les directions régionales. Tout à fait. Voilà, c'est un projet qui devient finalement régional à chaque fois, quoi. Oui, et puis c'est souvent finalement quand on a un début d'action qu'on va venir lancer l'antenne, et c'est rarement venir s'implanter sans qu'il y ait un besoin ou une action déjà enclenchée. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour l'accompagnement. Depuis 2021, on est Calliope. Donc Calliope, c'est le référentiel qualité pour les organismes de formation. D'accord. Et donc dans les organismes de formation, on a aussi des formations qui peuvent être gratuites, donc prises en charge par les régions. Donc on a une formation qui s'appelle Entreprendre en ESS, donc c'est 5 jours. C'est pour les demandeurs d'emploi. Donc là, c'est France Travail qui va diriger vers cette formation, et c'est la région qui va la prendre en charge. Bien sûr. Et puis là, on lance des formations qui peuvent être payées par les OPCO, le porte-monnaie de la personne. Donc là, c'est plus gratuit parce qu'il faut y aller. Et bientôt par le compte personnel de formation, puisqu'on travaille sur des projets de certification qui permettraient d'accéder à cet argent sur son compte personnel de formation. Voilà, donc là, par exemple, on va déposer une certification sur devenir entrepreneur à impact. Génial. Donc on le fait avec un partenaire qui s'appelle Créactif, et une certification sur apprendre à mesurer et évaluer un impact social. Ça, c'est plutôt soit pour des dirigeants qui veulent... En plus ils savent très bien piloter leurs KPI financiers, mais ils ont aussi envie de piloter leurs indicateurs d'impact. Ce qui est de plus en plus essentiel aujourd'hui. Des consultants, des chefs de projet RSE, des directeurs RSE dans des grands groupes qui lancent des projets. Donc là, on a fait les premières formations en juin, et les prochaines, elles viendront début 2026. Donc on peut utiliser notre CPF pour prochainement... Prochainement, voilà. C'est en cours. Ok, mais c'est génial. Ok. Et alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi.
Il y a aussi la volonté d'aller sur des terres un peu moins sociales d'un point de vue d'entrepreneuriat ou d'aller plus dans l'univers du monde corporate pour apporter un peu cette touche à impact. Donc peut-être pour faire une présentation, une conférence ou une formation là aussi également pour aider soit donc peut-être accompagner une équipe ou certains employés ou des dirigeants à réorienter un peu la trajectoire de l'entreprise qui n'était pas forcément sociale ou à impact à la base. Oui, c'est ça. En fait, on a constaté que les compétences entrepreneuriales, c'était beaucoup de compétences de leadership, de conduite de changement, de responsabilité sociale des entreprises. Et donc, tout ce qu'on a appris avec nos entrepreneurs, on l'a mis dans des formations en disant, en fait, il y a plein de gens qui veulent changer, souvent les entreprises de l'intérieur, sans renier ce que fait l'entreprise, mais en disant, de toute manière, il faut apprendre à faire mieux. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des formations sur le management collaboratif, management centré vers l'humain, sur justement conduire un projet à impact social environnemental, et donc différents types de formations. On le fait auprès des corporates B2B, et ce qu'on aimerait bien développer, c'est aussi auprès de tous les agents de la fonction publique, qui sont peut-être un peu moins embarqués dans cette posture intrapreneurial. Oui, puisque c'est vrai que les entreprises ont déjà fait un peu ce pas. Un peu. Il y a eu des... c'est vrai. En tout cas, dans les grosses boîtes un peu du CAC 40, il y a eu des programmes d'intrapreneuriat. On a valorisé des gens qui cherchaient des solutions plutôt que ceux qui arrivaient avec des problèmes. Oui. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de... Bien sûr. Donc nous, on a suivi un peu cette tendance-là. Et ce qu'on remarque maintenant, c'est que en fait, les agents de la fonction publique sont les agents de la conduite de changement sur les territoires. Ouais. Et donc, on aimerait beaucoup aller plus travailler avec les acteurs de terrain. Et ça passe souvent par de la formation. Donc, ça peut être à la fois de la prise de parole pour à la fois avoir une prise de parole lucide, ancrée sur le territoire, mais qui prend aussi en compte les impacts sociaux, les attentes de tous les bénéficiaires. Voilà, on essaye de ne pas s'éperpiller, mais on essaye de se dire tout ce qu'on a appris, comment ça peut être utile pour continuer à participer à un développement économique des territoires plus pérenne, plus responsable. Et finalement, c'est ça notre mission. Non, mais c'est intéressant. Et de toute façon, on le voit bien. Déjà, on en parlait tout à l'heure, l'entrepreneuriat social a quand même s'est énormément développé au cours de ces 10-15 dernières années. Peut-être 5-10, on va dire, plutôt. En tout cas, on sent une montée en puissance ou un intérêt, une envie. Et puis, on voit aussi en parallèle des entreprises qui n'étaient pas forcément sociales à la base, réorienter un petit peu leur trajectoire, écrire d'une certaine façon leur mission et peut-être le devenir. Et puis après, le troisième niveau, c'est les entreprises qui sont corporate, et qui sont pas du tout, qui n'ont pas pour vocation d'être des entreprises sociales, mais qui néanmoins aujourd'hui sont confrontées à l'enjeu environnemental, social, sociétal, via les enjeux de RSE par exemple, et donc sont quand même forcées d'une certaine manière de se poser les questions et d'agir par rapport à ça, quoi. Et donc vous pouvez les accompagner aussi à se remettre sur le bon chemin, quoi. Oui, surtout ce qu'on a constaté, c'est qu'à un moment, ça a peut être une tendance de parler de développement durable, de RSE. Et finalement, on va dire que c'est un peu une tendance de marché, entre guillemets. Et maintenant, je crois que ça devient vraiment une nécessité dans le contexte actuel. Et donc, même si il peut y avoir un certain découragement, parce qu'on a l'impression que c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu compliqué à ce niveau-là, qui est dur, on se dit, mais en fait, c'est aussi peut-être de ces contraintes peuvent peut-être naître un chemin pour l'entrepreneuriat impact, de dire aujourd'hui, c'est vraiment de se questionner sur les ressources qu'on extrait, sur la façon dont on manage les femmes et les hommes, etc. C'est plus du tout un nice to have, quoi. C'est vraiment un must have. Et donc ça, on a envie de pouvoir l'accompagner aussi. On pense qu'on a l'expérience pour le faire. Ah ouais, donc sur des gros projets de transformation d'entreprises classiques, on va dire, qui ont pris conscience de ce changement radical qu'il faut opérer à l'intérieur de leur entreprise, de leur organisation, de façon à ce qu'elles soient durables, qu'elles deviennent durables. Ça, vous pourriez accompagner des entreprises sur ce chemin-là? Nous, on n'est pas un cabinet de conseil. Par contre, on a tous les gens autour de nous qui peuvent justement leur montrer des solutions innovantes
Et on peut accompagner le changement en apportant les compétences aux hommes et aux femmes qui vont le conduire. Et donc, on va plutôt venir comme un organisme de formation. Ouais. Plutôt que dans... Donc, en fait, le cap, généralement, il est déjà passé. Ils ont une vision, ils ont envie d'y aller, ils ont défini une raison d'être. Donc là, tu peux avoir un programme ou plusieurs programmes. Ils ont défini un chemin. Et donc, nous, la ruche, on va être bien positionnés pour les aider à rentrer vraiment dans l'opérationnel. Voilà. D'accord, pas mal. Et donc là, quels sont un peu les sujets du moment, les ambitions donc de la ruche? Donc tu en parlais un peu à l'instant, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes? Vous avez l'intention d'ouvrir d'autres implantations Alors, l'ambition, c'était en effet de grandir. Et si j'avais été ici il y a peut-être 2 ans, en effet, je te dirais, on veut couvrir tout le territoire national, etc. Aujourd'hui, on sait les subventions, elles sont drastiquement réduites. On sait que c'est pas le privé qui prendra le relais sur le financement de l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut être assez innovant. Et donc, nous, là, aujourd'hui, on veut tenir le cap. Ok. Donc, on se concentre déjà sur continuer à faire ce qu'on fait et à le faire bien. Ouais. Et donc, on va vraiment on est plutôt dans une phase un peu de... Bien sûr, on veut continuer à grandir, mais on veut pas grandir tout seul, nous, la ruche. On est vraiment dans une étape de dire comment on fait grandir nos engagements par des coalitions, des consortiums d'acteurs. Il y a beaucoup de choses maintenant. L'impact d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses maintenant qu'on fait vraiment à plusieurs. L'objectif maintenant pour la ruche, c'est plus forcément... À un moment, il y a une année, on a doublé notre chiffre d'affaires. L'année d'après, de nouveau, on a doublé le chiffre d'affaires. Là, on n'en est plus du tout là. Oui, de toute façon, là, c'est arrivé à une certaine stabilisation. On stabilise et surtout, on consolide. Ouais. Et comment on consolide avec les autres acteurs dans ce remous actuel, continuer à mener nos actions. Donc, c'est pas une réponse très claire. Si, non, mais c'est intéressant parce que du coup, ce que j'aime bien, c'est que c'est une volonté de consolidation, donc et d'augmentation de l'impact que vous pouvez avoir et apporter avec les personnes, les entrepreneurs sociaux, les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais également, via les coalitions dont tu parles, augmenter la force de l'écosystème, d'une certaine façon, et l'impact qu'il peut avoir ensemble. Ouais, tout à fait. Et puis, du coup, sa capacité à résister aussi à ce choc actuel du contexte international, bien sûr. National. Il y a des chiffres qui disent qu'il y a peut-être une association sur 2 qui pourrait amener à ne plus avoir de financement durant les prochaines années. Donc, c'est potentiellement un cataclysme. Ouais. Et donc, c'est comment nous, on devient... on se serre les coudes et on devient plus fort. Et... Voilà, de toute manière, on ne peut pas être pessimiste. Le pessimisme, c'est un luxe. Et nous, on reste dans un optimisme lucide pour tenir bon la barre. Et combatif. Continuer d'accompagner ceux qui croient, ceux qui souhaitent entreprendre et qui sont engagés sur le terrain. Et donc, c'est ça qu'on essaye de maintenir. Et on le fait en hybridant notre modèle. Okay. Donc, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on fait plus de formations, qu'on va aussi vers les corporates, qu'on a toujours nos programmes d'accompagnement, le coworking. Et donc, c'est comme ça qu'on pilote. T'as quand même pas mal de cordes à ton arc. Et donc, juste pour revenir sur la coalition, vous voyez... Alors, ça fait un peu partie de votre ADN aussi, de trouver de la complémentarité dans l'écosystème. Mais vous voyez, déjà peut-être aujourd'hui, dans le présent ou dans l'avenir immédiat, des partenariats entre acteurs justement à impact qui permettraient de créer de la valeur et de renforcer justement l'offre de l'un et de l'autre et du coup apporter plus de valeur aux entrepreneurs sociaux ou à l'écosystème. Oui, tout à fait. On a passé un cap parce qu'il y a quelques pionniers de l'entrepreneuriat impact et on s'est réunis au sein d'une coalition. Donc il y a un incubateur qui s'appelle Make Sense qui a grandi à peu près en même temps que nous. Il y a Ticket for Change qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Il y a le Pulse qui est l'incubateur du groupe SOS, INCO et nous. Donc, on est à la fois un peu concurrents, on est souvent sur les mêmes appels à projets, mais on est souvent partenaires. Donc, nous, c'est vraiment de la coopétition. Bien sûr, bah oui. Et en fait, on s'est réunis pour créer un programme de formation avec le mouvement Impact France pour tous les incubateurs généralistes qui souhaitent accompagner des entrepreneurs à impact. Et là où on est encore... je te parlais de notre secret sauce, mais en fait, la vraie valeur, elle est de la partager, cette secret sauce. Bien sûr, ouais. Et donc, on s'est réunis, on s'est vachement interrogés en disant « c'est dur, nous, ça fait 15 ans qu'on le fait, et eux, ils veulent le faire maintenant. »
Et on dit, bah ouais, mais c'est à nous de partager 15 ans d'expérience. Bah et donc maintenant, il y a un wiki où il y a ça, c'est beau, plein de choses à disponibilité. Donc, c'est le mouvement Impact France qui nous a réunis pour faire ça. Et donc ça, ce genre de coalition, en fait, ça nous rend un peu plus forts. Parce qu'avant, on était 5 pionniers. Mais maintenant, on est 20 incubateurs qui défendons le fait qu'il faut continuer à accompagner des entrepreneurs à impact. Bien sûr. Et qui, surtout, se rendent compte aussi qu'il faut accompagner une diversité d'entrepreneurs. Et donc, qui, comme nous, s'intéressent au sujet de diversité, d'inclusion, etc. Et donc, évidemment, on est plus forts tous ensemble. Donc, c'est ce genre de choses où bien sûr. Accepter de donner... Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident, en tout cas, mais de comprendre que quand il y en a un qui gagne, tout le monde gagne, puisque la cause donc devient plus importante, prend de l'ampleur, et donc c'est tout l'écosystème qui en ressort gagnant, quoi. Mais d'accord, intéressant. Et donc vous continuez sur effectivement cette partie inclusive, là, c'est ce que tu disais, donc d'aller chercher aussi des entrepreneurs qui n'osent pas peut-être parce qu'ils sont sous-représentés, qui sont peut-être pas forcément identifiés ou accompagnés comme il se devrait. Donc il y a toujours cette dynamique que vous souhaitez continuer. Oui, et c'est très fort maintenant comme axe à la ruche. En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une chance, souvent parce que ça nous donne confiance. Ça nous permet de travailler plein de compétences. Ça nous met en réseau. Et donc, ça a vraiment beaucoup de vertus. Et parfois, la finalité d'une aventure entrepreneuriale, c'est pas forcément la création de son entreprise, mais c'est tout le parcours qui a été fait. Et donc, nous, on travaille vraiment sur se dire, cette aventure entrepreneuriale, ça peut être un tremplin pour des gens qui ont justement besoin de regagner confiance, de travailler leurs compétences, de travailler un réseau professionnel. Et ces gens-là, il y en a plein en France. Je crois qu'il y a plus de 3,5 millions de personnes qui sont vraiment en situation de précarité. D'accord. Et pour lequel l'entrepreneuriat pourrait faire un effet de levier. Donc, c'est des chômeurs qui sont au chômage depuis 24 mois et plus. On ne sait plus, la période de chômage est longue. Plus c'est dur de revenir en entreprise. Et donc, nous, c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Et donc, on le fait avec le ministère du Travail, avec France Travail. Bien sûr. Et donc là, vous avez des programmes dédiés à ces personnes et donc complètement adaptés à leur situation, leurs besoins, leur envie. Et vous arrivez vraiment à tracer une nouvelle route, créer un nouvel espoir et concrétiser un nouveau projet pour ces personnes. Tout à fait. On en a plusieurs. Là, il y a un programme qui est en sourcing permanent. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont envie de se lancer et qui sont plutôt éloignées du marché du travail, on a un programme qui s'appelle Itinéraire. Et c'est justement 3 mois d'accompagnement qui vont permettre de travailler une idée de projet, d'avoir des premières compétences, mais aussi travailler son employabilité, son CV, enfin... Voilà. D'accord, oui. Oui, donc c'est fort. Et les projets, si on reprend un peu plus de recul, au cours des 5-10 dernières années, les entrepreneurs du coup que vous avez accompagnés, ça va être plutôt quel type? Plutôt des jeunes, plutôt des femmes, et sur quel type de projet? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a de plus en plus de projets, on va dire, sur la cause environnementale par exemple? Ou quelle tendance, quelle évolution tu vois un petit peu entre les personnes donc porteuses de projets et les projets qu'elles défendent? Alors nous, les gens qu'on va accompagner à la ruche, c'est pas tout à fait le miroir de ce que représente l'entrepreneuriat en France, puisqu'on va vraiment aller chercher ces publics éloignés. Donc dans nos programmes d'accompagnement, on va déjà accompagner 68% de femmes. Donc on a des programmes qui leur sont dédiés, mais on a aussi des programmes généralistes. Mais c'est vrai qu'on a un gros pourcentage de femmes. On accompagne à peu près 30% de jeunes, ce qui est un peu plus. Il y a 25% de jeunes qui créent des boîtes. D'accord. Quand on regarde 40% de femmes. Donc nous, on est un peu plus au-dessus, 30% et 68%. Bien meilleur sur les femmes, oui, grâce aux audacieuses donc depuis 11 ans, tu disais. Voilà, et puis je pense aussi par la façon dont on communique, les mots qu'on utilise, les photos. Enfin, en fait, c'est beaucoup de choses qui permettent de faire tomber les biais. On a pas mal bossé là-dessus. On accompagne aussi des seniors, des 45 et plus maintenant. On accompagne des personnes en situation de handicap. Donc, c'est à peu près 4% des gens qu'on accompagne. Donc, c'est environ 400 personnes. C'est pas anodin. Donc, vous voyez, il n'y a pas de profil type. Sur les sujets,
Alors ça, c'est vraiment, on a des grosses tendances d'année en année. Donc, il y a des sujets qu'on n'accompagne pas. Des gens qui veulent devenir auto-entrepreneurs pour faire de la livraison à vélo ou chauffeur VTC, etc. Okay. On n'a aucune valeur ajoutée, c'est pas le sujet. Donc on va plutôt accompagner les sujets d'artisanat. Souvent, ça c'est une grosse tendance. Le lancement de commerce, de boutiques. Donc là, c'est plutôt sur les programmes vraiment d'émergence ouverts, au grand public, entre guillemets, pour les... Voilà. Et sur l'impact, on a souvent des tendances. Donc là, il y a eu une grosse tendance autour du textile. Oui. Beaucoup de tendances autour de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. D'accord. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est te dire, en fait, on va, au lieu de louer on va louer un usage. Donc je vais louer les vêtements de mon enfant, louer les jeux de mon enfant, louer ma robe de mariée, louer la perceuse, et comme ça, on est dans une économie plutôt que d'être propriétaire. Tout à fait. On va acheter une fonctionnalité qui est en effet la perceuse, j'en ai besoin 2 fois par an. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui essayent de réinventer les usages. Et puis on travaille aussi beaucoup avec une grosse tendance autour de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, si vous voulez essayer de la visualiser, c'est contre une économie linéaire. J'ai une ressource, je crée un produit et quand il est fini, je crée un déchet. Donc l'économie circulaire, c'est j'ai une ressource, je crée un produit et puis à la fin, quand j'en ai plus besoin, j'ai recréé une matière qui va du coup repartir dans un autre usage. Donc je vais le recycler, l'upcycler, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent. Voilà. Donc je pense à un super projet qu'on a accompagné qui s'appelle Carton Vert, où c'est vraiment de créer tout un cycle où le carton, on ne va pas l'utiliser une fois, mais on va l'utiliser plein de fois. Et donc il faut bien des boîtes qui créent la logistique de l'usage de ces cartons. Ah ouais. Ok, donc là, c'est pas du recyclage, mais c'est de la réutilisation. Exactement. Puisque le recyclage, ça a un très gros coût. Et voilà. Enfin, par exemple, une bouteille de verre recyclée, il faut vraiment qu'elle ait 15 usages pour vraiment avoir retrouvé sa valeur initiale. Donc, c'est pas forcément... Le recyclage est... C'est pas forcément idéal tout le temps. Et puis, c'est vraiment sur du long cours. Alors que la réutilisation, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de nouvelles productions, il n'y a pas de déchets. Généralement, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour réutiliser plutôt que pour recycler. Et vous avez parfois des idées est-ce que ces idées viennent toujours des entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans une aventure sociale, ou est-ce que parfois vous avez aussi des idées et vous cherchez des leaders, des entrepreneurs pour les accomplir? Alors, ce que tu décris là, le deuxième, c'est plutôt le travail de ce qu'on appelle des start-up studios. Et les start-up studios, c'est vraiment leur modèle. Eux, ils font tout le travail il y a un marché. On a imaginé une solution, on va chercher l'entrepreneur tout à fait. Qui pourra l'apporter. Donc nous, on ne fonctionne pas trop comme ça. On parle vraiment des personnes. Et on va travailler avec eux leur projet, quitte à pivoter, à ce que le projet change. Mais on s'est pas mal interrogé sur le modèle de Startup Studio, mais on ne le fait pas encore. D'accord, donc vous ne soufflez pas encore des idées. Non, mais par contre, pendant les programmes et l'accompagnement, tu parlais de pivot, là, à ce moment-là, si vous vous rendez compte avec l'entrepreneur qu'effectivement, il ne prend pas forcément la bonne direction, là, vous pouvez lui souffler des idées, des pistes, en disant, ça ferait peut-être sens que tu ailles plutôt dans cette direction et que tu pivotes en faisant un petit peu différemment. Là, vous l'accompagnez aussi sur la définition de sa nouvelle idée, du coup. Ouais, complètement. En fait, on souffle pas des idées, on va aller chercher des constats. Ouais, c'est ça, en fait. C'est factuel, quoi. Ouais, et puis les constats vont nous dire, tu vois, là, en effet, ce que te dit cette collectivité que tu imagines comme ton futur client, c'est pas finalement le besoin, il est un peu à côté, tu peux peut-être imaginer... Ouais. Je vois. Non mais ok. Non mais super intéressant. Et donc là, pour revenir un petit peu sur l'écosystème, donc oui, il y a une sorte de climat un petit peu compliqué, on va dire, depuis le début de l'année, sur la scène internationale. Il y a des financements qui s'arrêtent de façon assez massive et assez rapide. Comment tu vois l'évolution
de cette tendance et donc la réaction du milieu, du secteur par rapport à ça. Tu en parlais un petit peu déjà tout à l'heure, hein, donc l'idée de se serrer les coudes pour se réinventer, pour changer un petit peu la donne, pour résister, puis pour rebondir. Mais est-ce que c'est une tendance que tu vois au-delà de ce secteur? Quelles sont un petit peu quelle est ta vision de la chose? Donc tu as raison, et c'est vrai, comme je le disais, il faut être lucide, et le contexte économique est difficile. Et il est difficile parce que c'est vrai que ça commence déjà, hein, les subventions commencent à s'arrêter, les entreprises privées sont hyper précautionneuses, se reconcentrent vraiment sur leur cœur de business. En plus, il y a l'IA qui arrive au milieu de tout ça. Et on constate que les budgets formation vont plutôt aller sur des formations aux usages de l'IA, au détriment des formations sur la responsabilité sociale, développement durable, etc. Donc il y a tout un contexte. Dans ce contexte... Ouais, c'est vrai qu'ils l'IA a un petit peu capté l'attention, quoi, un petit peu rerouté les budgets formation, parce que tout le monde sent, et tout le monde panique aussi un peu, mais tout le monde sent qu'effectivement là il faut se former. Donc peut-être que certains s'étaient déjà formés grâce à vos programmes ou à vos formations sur des sujets plus environnementaux ou sociaux, et que là maintenant ils se mettent sur l'IA, mais peut-être que d'autres n'avaient pas eu l'occasion de le faire, puis là ils vont direct sur l'IA. Et donc, en tout cas, ça capte complètement l'attention. Ouais. Ce qui est un petit peu perturbant, parce que bien sûr qu'il faut embrasser l'IA, on ne va pas pouvoir aller contre, mais ça pose tellement de questions sociales et aussi environnementales que c'est d'autant plus déroutant pour nous, en se disant que déjà, ils vont un peu moins sur nos sujets, puisqu'ils sont dépriorisés, entre guillemets, et qu'en plus, ça va aggraver le problème si ce n'est pas bien accompagné, bien conscientisé. Et... Bon, voilà. Parce que ça va un peu à l'encontre, effectivement, de la cause, dans le sens où, oui, comme tu le disais, d'un point de vue énergétique, consommation, ça peut être catastrophique, quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, on sait que c'est énorme, la consommation énergétique. On a des difficultés à avoir des vrais rapports d'impact. Alors, je sais que là, il y en a qui sont sortis, mais c'est tellement biaisé qu'il y a un flou, quoi. Donc, c'est quelque chose, typiquement, un terrain sur lequel vous ne souhaitez pas aller, j'imagine, où vous questionnez, vous ne savez pas encore, peut-être qu'il y a un chemin, malgré tout, à creuser? Nous, on y va avec nos entrepreneurs. Comment tu vas utiliser l'IA? Ok, quand même. Oui. D'accord, donc pour responsabiliser quand même... Et la ruche, on l'utilise aussi maintenant. Ok, l'utilisation de l'IA. Okay. Dans la formation, pour faire de l'individualisation de parcours. D'accord, ok. C'est quand même un outil qui est génial. Ouais. Donc, et en fait, nos entrepreneurs, il faut vraiment qu'on leur apprenne aussi à l'utiliser. Ouais. Parce que, juste sur l'IA, mini parenthèse, quand l'Internet est sorti, ça fait 20 ans qu'on lutte contre la fracture numérique. Ouais. Et on dépense un fric de malade pour que tout le monde puisse utiliser son ordinateur, faire ses formalités en ligne, etc. Là, l'IA, on va refaire la même chose. Bah oui. Donc, au lieu d'investir maintenant, il faut investir maintenant dans la montée en compétences et la compréhension des externalités négatives et du coup, de trouver un usage. Parce que sinon, on va dépenser pendant 15 ans pour tous ceux qui sont en fracture numérique plus. Bien sûr. Et ça va nous coûter beaucoup plus cher. Donc nous, on se dit, anticipons les choses. Donc nous, on forme nos salariés, on utilise ChatGPT, on se parle de comment tu fais, viens de dire, etc. Parce que tu viens complètement de réorienter la vision IA sous l'angle, effectivement, social. Et... Oui. Donc il y a effectivement très clairement un sujet que vous pouvez accompagner là, dès maintenant. Ouais, totalement. Et donc on essaye de aussi de se faire des convictions. Tout va tellement vite qu'on essaie de comprendre quel est notre rôle à jouer là-dedans. Et notre rôle, on considère que c'est quand même d'éviter que ce soit qu'on reproduise encore tout ce sujet de fracture numérique. Les mêmes erreurs. Et que l'IA, ce soit pas que pour une élite bien formée, etc. Parce qu'en fait, ça va aller en cascade. Sur ta question de comment on se positionne, il y a la ruche et il y a moi. C'est vrai que moi, c'est pas facile. Ok. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de santé mentale des dirigeants. C'est un sujet, moi, je comprenais pas avant. J'étais dans les actions, dans mes trucs, etc. Et en fait, maintenant, je comprends. Quand on est vraiment dans une incertitude. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on l'a entendu encore tous les deux là. Il y a besoin d'avoir une vision, d'être rassuré. Les dirigeants dans le flou, on a l'impression que c'est pas un leadership. En fait, c'est même pas une possibilité dans un leadership d'être dans le flou.
Et là, on est beaucoup de dirigeants à impact qui disent en fait, on peut être dans le flou. Et il faut avoir le courage d'accepter les doutes. Tout à fait. Vulnérabilité. On peut être vulnérable. En fait, on est vulnérable. Bien sûr. Et c'est quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise, on est vulnérable. Et donc là, moi, j'essaye de travailler plus sur me dire, en fait, l'avenir, c'est pas ce qu'on va en projeter ou les espoirs qu'on peut en avoir, c'est vraiment les actes qu'on va mener maintenant. Et donc, je me ressens vraiment sur un leadership pour mes équipes, mais pour moi-même, très pragmatique. Et de dire, qu'est-ce qu'on va faire en 2025 ? Quels sont les programmes qu'on va mener ? Qu'est-ce qu'on va partager avec les autres ? Et finalement, c'est un peu plus court-termiste, parce qu'en plus, il y a des élections qui arrivent. Enfin voilà, il y a une telle incertitude. Un peu partout, que c'est difficile de projeter son impact à long terme, et beaucoup plus facile de le projeter à court terme. Et donc moi, c'est ce que je dirais, il faut tenir, se serrer les coudes, rester concentré sur les actes du quotidien, les programmes qu'on lance, etc. Et puis continuer de se nourrir de toutes ces rencontres, ne pas rester chez soi, ne pas se laisser décourager, désespérer, accabler. Voilà. Ok, donc effectivement, rester optimiste tout en restant lucide. Mener tes équipes avec donc transparence et parfois vulnérabilité, doute, mais en tout cas avec authenticité et honnêteté. Et puis miser sur la collectivité, à la fois de la ruche, et puis de l'écosystème pour rebondir, résister et rebondir rapidement, quoi. Et continuer à avoir plus d'impact. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que ça dessine aussi un nouveau visage des entrepreneurs. Je pense que ce qu'on accompagnera en 2050, ce sera sûrement moins d'entrepreneurs individuels et plus d'aventures collectives. J'espère que ce sera des entrepreneurs plus résilients, sûrement aussi plus tournés vers le vivant, parce qu'on sait que c'est important et que c'est une tendance qui monte. Il y aura un peu moins d'extraction et plus de réparation. Donc voilà, donc faut se dire que ça va arriver, mais que pensons à 2025 avant de penser à 2050 en étant pragmatique. Parfait. Écoute, on va rester sur cette note optimiste et effectivement que j'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup, Sophie. Avec grand plaisir, merci. Très bon moment et je te remercie. C'était passionnant. Et merci pour tes questions. C'est toujours un moment aussi d'introspection. C'est vrai. Donc, ça fait grandir aussi. Et merci. Bon courage à toute l'équipe de La Ruche. Et puis, à très bientôt alors. Merci. Merci, ciao.